Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On est très content d'être présent aujourd'hui pour échanger autour de ce thème qui est comment Blue Box diffuse des expositions immersives, inclusives et éco-responsables. On devait être trois à présenter aujourd'hui, mais le contexte aurait eu raison de ce constat, et du coup on est deux. Il y a Perrine qui est bloquée sur l'île, donc je vais essayer de présenter aussi bien qu'elle le salon Made in France qui a accueilli la Blue Box en fin d'année dernière. Très rapidement, donc moi c'est Martin Laurent, je suis le fondateur et je suis responsable de Néographique Digital. Néographique Digital, je vais vous passer tout de suite, on crée des expositions immersives, interactives et immersives depuis 2017, avec un focus tout particulier sur l'éco-responsabilité, qui fait partie de notre ADN. Et donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis Xavier Pourria et je travaille depuis maintenant une petite quinzaine d'années sur le changement climatique avec deux volets. Le volet atténuation au changement climatique, donc identifier ces émissions de gaz à effet de serre et essayer de les réduire au maximum, mais aussi l'adaptation au changement climatique. Nous vivons le changement climatique, donc les territoires, les organisations publiques et privées ont la nécessité de s'y adapter. En fait, c'est mon quotidien. Et donc, j'ai accompagné Martin et son projet Blue Box pour identifier ces émissions de gaz à effet de serre. Alors pour commencer, je trouvais ça bien de repartir sur les réflexions qui nous ont amené justement à cette Blue Box et la solution qui a été mise en place pour aboutir à cette Blue Box. J'expliquerai pas vraiment en détail ce que c'est. Et donc en fait en 2019, tout part d'une question qui nous posait une question très simple. C'est quel est notre objectif en tant que créateur de contenu pour les cultures? Finalement, la réponse était très simple, c'est avoir un impact pédagogique fort et avoir un impact environnemental faible. Du coup, cet impact, comment on a un impact environnemental fort? Finalement, il faut s'adapter aux contraintes du public, il faut essayer de le comprendre. Et les contraintes du public, moi je les avais ciblées comme étant, il y avait deux principales contraintes. La première, c'était le langage, c'était comment est-ce qu'on parle au plus grand nombre, comment on peut s'adresser à la fois à un enfant, à un adulte, une personne âgée, à une personne en situation de handicap. Et nous, cette solution qu'on détaillera par la suite, mais qu'on avait trouvée, c'était créer une exposition immersive et utiliser les émotions, un langage universel, pour parler. Deuxième problématique, c'était la mobilité, c'est-à-dire que les gens ont parfois des difficultés à se déplacer pour accéder à la culture, soit un problème financier, soit un problème purement physique, situation de handicap encore. Et du coup, l'idée, c'était de déplacer la culture pour qu'elle vienne directement au public. Et donc la solution et la réponse à la question, finalement, c'était de créer une salle immersive nomade. Du coup, partant de là, la question, c'est comment est-ce qu'on crée une salle immersive nomade qui a un faible impact environnemental? Et là, pour le coup, c'est plus complexe. Ça revient même que de demander comment est-ce qu'on crée une couleur noire un peu blanche. C'est-à-dire que ça, clairement, c'est une oxymore. Il y a une contradiction, une salle immersive, mais en soi, pas éco-responsable. Du coup, l'idée et la solution que j'avais mis en place, et là je tiens à préciser que tout ce qui va être présenté ici, c'est notre solution, nos solutions, il n'y en a pas qu'une, on n'a pas une... Enfin voilà, on le fait humblement, clairement, on essaie de montrer ce qu'on fait, il n'y a rien de parfait, on essaie d'être optimal dans ce qu'on fait, et pour être optimal, et pour trouver justement une solution à cette problématique, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en place une philosophie pratique, c'est-à-dire de changer notre ADN, et plutôt installer une logique qui permette de répondre à chaque contrainte pour à chaque fois être en accord avec l'humain et l'environnement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a mis en place au centre de l'entreprise, c'est de mettre au centre du cercle décisionnel, donc pour chaque décision, on se pose la question, est-ce qu'on est en accord avec notre principe, nos principes sociaux, avec l'humain, et est-ce qu'on est en accord avec l'environnement? Donc ça, c'était finalement la solution qui nous a permis à chaque fois de prendre les bonnes solutions sur les petites problématiques du quotidien
pour aboutir à une solution finale qui est la Blue Box, qui soit pertinente. Si on met en pratique justement cet élément de cette solution, cette philosophie pratique, et bien finalement c'est ce que je viens de dire, ça aboutit donc à la Blue Box. La Blue Box c'est quoi? C'est un espace de 80 mètres carrés qui est nomade et éco-conçu et qui diffuse des expositions immersives. On a la Blue Box intérieure qui est à gauche de l'écran et la Blue Box extérieure qu'on est en train de créer qui est à droite de l'écran. Et cette Blue Box finalement, on a passé 4 ans de recherche et développement pour la faire. On a fait 2 installations à taille réelle pour aboutir à une box brevetée qui s'installe en une journée. Et cette recherche et développement, c'est justement là où on vient essayer de comprendre le public, on vient mettre au centre du cercle décisionnel le public, et comment on fait? Finalement, on a sondé. C'est-à-dire que dès qu'on devait prendre une décision, dès qu'on faisait une installation, on invitait le public, on sondait, on prenait les retours du public, parce que c'est finalement le public qui doit décider de ce qu'est une bonne expérience immersive, de est-ce qu'on a besoin de faire une projection au sol, oui, non. À chaque fois qu'il y avait vraiment une décision, on venait prendre les retours et on s'optimisait en relation avec ces résultats. C'est important aussi sur l'aspect éco-responsabilité. C'est-à-dire que quand on voyait tout à l'heure le côté contradiction, les projecteurs par exemple, ça consomme de l'énergie et ça a un impact sur l'empreinte carbone. Et il y avait une certaine question à un moment donné qui était de se dire est-ce qu'on projette sur le sol? Et il faut projeter sur le sol, tout le monde le fait, ça va être hyper immersif. Mais la vraie question, c'est est-ce que le public s'en rend compte? Est-ce que c'est important pour lui? Si c'est pas important pour lui finalement, parce que dans l'expérience, on a aussi du son, on a aussi de l'interaction, et ben on peut s'en passer. Et si on s'en passe, on a une empreinte carbone qui est moins forte. En fait, cette logique, on l'a fait à chaque fois. Et c'est ça qui nous a aidé à choisir les technologies qu'on mettait à l'intérieur de la box pour sonder le public. Un élément de détail, mais sur le côté repassé par la case éco-responsabilité, les 2 POC, les 2 tests à échelle réelle, finalement, ça a utilisé de la matière. C'est-à-dire qu'on avait tout est fait en bois. Donc ces éléments de bois, on aurait dû normalement les mettre de côté ou les revendre ou les jeter. Donc ça aurait été limite, ça a été proposé. Et finalement non, nous on l'a transformé, on en a créé nos bureaux. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on se pose la question, on dit qu'est-ce qu'on a à disposition et comment on peut limiter notre empreinte. Et là c'est ce qu'on a fait en utilisant le bois à disposition pour créer nos bureaux. On propose une expérience immersive qui est raisonnée, et ça pour le coup c'est vraiment la réponse à cette contradiction. Et pour qu'elle soit raisonnée, on a vu quand on sonde le public, on peut définir ce qu'est une expérience immersive. Quand on la définit, on peut choisir le bon matériel. Donc ça c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une projection qui est peut-être pas au sol, mais une projection sur un mur court pour prendre la totalité du champ de vision par exemple. Donc bien choisir le matériel pour avoir le ratio entre immersion et co-responsabilité. La matière. Donc là, c'est un travail, Xavier présentera le détail de ça par la suite, mais la matière est hyper importante. Donc nous, on travaille en bois. On essaie d'avoir le bois le plus local possible. C'est un élément qui est franchement très compliqué, parce que le bois local est plus cher et plus compliqué à avoir qu'un bois qui est d'une provenance dans différents pays étrangers. Et on recycle les déchets. Et ces différentes techniques qu'on met en place, finalement, c'est intéressant. Et ce qu'on a fait, et je pense qu'on doit faire, c'est calculer l'empreinte carbone pour savoir où est-ce qu'on se situe et comment on s'améliore. C'est pas tant un élément de comparaison ou un élément de communication, je pense. C'est plutôt un élément de où est-ce que je me situe à l'heure actuelle, comment j'arrive à déceler ce qui doit être optimisé. Ça, c'est un élément qui est aussi hyper important parce que il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à nous pour optimiser, mais où sont les vrais problèmes? On part toujours des mêmes questions. Et quelle est la vraie empreinte au sein de Blue Box, par exemple? On pourra voir ça par la suite. Et donc, pour calculer l'empreinte carbone, donc c'est Xavier qui s'en occupait. Et nous, on calcule l'empreinte carbone de la recherche et développement, l'empreinte carbone de la production d'une Blue Box, l'empreinte carbone de la logistique, c'est-à-dire que quand un client veut nous louer la Blue Box, on va d'abord rechercher à déplacer la box avec une empreinte la plus faible possible pour après prendre la bonne décision. Ça rejoint vraiment la philosophie pratique sur repasser par le cercle décisionnel. Et c'est ce qui nous a valu de gagner un label environnemental qui s'appelle le Tideline,
avec Waves of Change et BPI. On propose aussi du coup une pédagogie qui est inclusive. Alors là, on est sur un autre sujet, vraiment sur le sujet inclusif. En fait, moi, je m'étais basé sur un constat, c'est que en créant des contenus, quand je travaillais avec des experts, avec des scientifiques, on a envie de tout dire. Et le problème, parfois, c'est qu'on se retrouve avec des expositions où il y a beaucoup d'informations, et la question, c'est est-ce que le public peut tout retenir? Et du coup, partant de ces constats, on a cherché à optimiser finalement la manière de partager de l'information. Et l'idée, c'était d'harmoniser les sciences cognitives, l'art et la technologie. Les sciences cognitives, c'est vraiment la compréhension du cerveau humain. C'est comment on mémorise de l'information et comment on peut finalement essayer d'avoir un langage universel. Donc on a tiré certaines règles. Par exemple, il y a la loi de Miller, c'est la loi sur la mémoire temporaire. C'est l'humain est capable, dans sa mémoire temporaire, de retenir entre 7 à 9 éléments. Il y a le lien entre l'émotion et la mémoire. Il y a un lien très fort entre l'hippocampe et l'amygdale. Donc l'émotion aide à mémoriser. La psychologie positive, le fait d'interagir dans le contenu. Voilà, c'est un ensemble de règles qu'on vient tirer des sciences cognitives. L'art, c'est comment on retranscrit ces règles sous une forme ludique, poétique, pour qu'elles soient plus facilement absorbables. Et la troisième chose, c'est la technologie. La technologie, c'est un levier de création d'émotions, ni plus ni moins. Donc on voit, il y a un lien très fort entre émotion et mémoire. Et la technologie dans la box, justement, en fait, vous voyez donc sur le mur, on a une projection de vidéo sur un mur courbe de 12 mètres de long sur 2,90 m de haut, du son spatialisé et de l'interaction corporelle. C'est-à-dire qu'on peut repérer les mouvements du corps et interagir dans le scénario. Ça, c'est un élément qui est vraiment lié. Tout est lié finalement aux sciences cognitives. C'est-à-dire que là, on a créé une exposition qui s'appelle Mémoire du futur sur le climat. Et on se rend compte que quand on interagit dans le scénario, on interagit dans l'irréel, on a envie d'interagir dans sa propre réalité. Et je pourrais vous donner des statistiques tout à l'heure justement sur le retour d'expérience. Et ces trois éléments, ça cherche l'efficacité pédagogique. Et cette efficacité, c'est le côté inclusif. Pour moi, c'est parler au plus grand nombre, être capable de passer le même message à un enfant, à une personne âgée, à une personne en situation de handicap. On fait aussi des productions raisonnées. Pour moi, l'aspect raisonné, il doit être appliqué à tout. Ça rejoint encore à la philosophie pratique. Et donc là, par exemple, sur l'exposition qu'on a produite, c'est des choses toutes simples, mais prendre des figurants locaux, les transports, faire du covoiturage, on a filmé sur un voilier, donc pour éviter de lancer le moteur, et puis l'organisation des tournages. Donc c'est vraiment le côté limiter le nombre de jours de production, parce que ça impacte forcément l'empreinte carbone. On travaille sur des thèmes engagés. Donc la première exposition qu'on a lancée, qui est interactive et immersive, est sur le thème du climat. Elle a pour but justement de vulgariser le contenu du GIEC pour implanter la petite graine et aider à changer nos comportements positivement en faveur du climat. Et les contenus, plutôt que de les faire mourir, et ça rejoint l'amortissement de l'investissement environnemental, plutôt que de passer du temps à écrire un contenu avec les équipes, à le transformer sous une forme immersive, et plutôt que de le laisser 2 mois au grand public finalement, on va l'intégrer dans une bibliothèque, un peu comme Netflix pour pas le citer, mais au lieu d'avoir des films à la demande, on a des expériences immersives à la demande. Donc ça permet de prolonger le contenu. Nous, on propose finalement à n'importe quel lieu public, événementiel, privé, de louer la Blue Box. Et en louant la Blue Box, ils peuvent louer les expositions dans la bibliothèque, ce qui permet de faire durer le plus longtemps possible le contenu, du coup de le partager au plus grand nombre, d'apporter la culture directement, et d'amortir l'investissement qui soit financier et surtout environnemental. Parlant d'environnement. Oui, alors au cas où l'actualité vous aurait échappé ces derniers jours ou ces dernières années, voilà, si Martin s'est posé toutes ces questions, c'est parce que depuis plus d'une vingtaine d'années, les scientifiques nous alertent sur le changement climatique. Pour que ce soit bien clair, nous vivons le changement climatique en ce moment. L'année 2022 était exceptionnelle. C'est la répétition de ces années exceptionnelles qui fait le changement climatique. Je dis bien ça pour ne pas confondre météo et climat.
Les événements ponctuels, leur addition sur le long terme, donne une signature climatique qui évolue. Et voilà, vous voyez bien là que c'est indispensable en fait pour les projets d'aujourd'hui de se poser ce type de questions, puisque aujourd'hui on est à plus 1,1 degré par rapport au début du 19e siècle. Si on est trop peu nombreux à se poser la question de son impact environnemental, on va aller vers du plus 2, même plutôt vers du plus 4 degrés, avec des conditions de vie qui pour nous seront déjà bien désagréables. Mais si vous pensez à l'Afrique, là c'est quasiment invivable dans certaines parties du globe. C'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui parce que vous le voyez même dans la sphère de communication. Ça fait très peu de temps maintenant, la ligne de communication de Radio France est entièrement orientée dans cette direction. Les météos maintenant vous donnent des signaux à ce niveau-là. Donc c'est un sujet inévitable qui a été pris dès le début du projet. On va regarder justement le retour du public sur une installation qu'on a faite avec la Blue Box au Salon Made in Hauts-de-France, donc en décembre 2022. Alors, donc ça c'était les slides de Perrine, je vais vous le résumer vraiment beaucoup plus simplement. Mais le Salon Made in Hauts-de-France, pour le recontextualiser, il a commencé en 2019. C'est un salon qui a pour objectif de promouvoir les savoir-faire de la région Made in Hauts-de-France et qui a au cœur de son ADN l'éco-responsabilité et le local. Voilà, qui a ses valeurs et qui les intègre à la fois sur la forme et sur le fond, avec les personnes qui ont des stands sur le salon, les ateliers, les conférences qui sont présentes, et également sur le comment ils créent les stands et sur l'aspect aussi déchets. Voilà. Et du coup, en fait, on a installé cette Blue Box en décembre de l'année dernière avec l'exposition Mémoire du futur, qui est pour le coup un voyage pédagogique empreint de positivité. Et on a testé, on a sondé les gens. Donc on a eu le salon, c'était 2 jours et demi. Il y a eu 10 000 visiteurs sur le salon l'année dernière. Et on a eu 1500 participants en 2 jours et demi. C'est nous qui avons fait les médiateurs culturels. C'est toujours hyper avec les gens de l'équipe, avec les personnes qui sont dans l'équipe Néographie digitale. C'est hyper important de comprendre les gens. Et pour les comprendre, finalement, il faut être présent, il faut les sonder. Et là, pour le coup, c'était intéressant de les sonder directement sur place. Et donc, du coup, on a sondé les gens avec un petit QR code, on a recueilli des informations et nous, on les a sondés à notre échelle humaine. On a recueilli aussi des éléments et des comportements qui étaient intéressants. D'un point de vue purement statistique, il y a un chiffre qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est le résultat de notre logique d'harmonisation sciences cognitives art technologie. Est-ce que la pédagogie fonctionne? Et on a eu 89% des participants qui ont retenu, en sortant de l'exposition, à minima quelques informations. Et 82% des participants qui veulent agir après être sortis, après avoir vécu l'expérience. Donc ça, pour moi, c'est des chiffres qui m'aident à avancer, parce que ça montre qu'on est dans une logique qui nous amène à une efficacité pédagogique. Et pour le coup, c'est un des éléments qui, pour moi, est fondateur. Le retour du public, pour moi, c'est un des seuls éléments qui doit nous permettre d'avancer, de nous reconstruire, et parfois de reculer pour mieux avancer. Et en termes de comportement, il y a un retour que je peux vous partager, que je trouvais important, c'est que la technologie est un levier de création d'échanges humains. Et en fait, dans la box, on a 19 personnes, et on s'est rendu compte que ces 19 personnes se mettaient à discuter entre elles pendant l'expérience. Il y a une personne qui interagissait, et pendant l'exposition, elle peut contrôler le niveau des océans pour améliorer l'avenir d'une petite fille et du coup l'avenir de l'humanité. Et en fait, en interagissant, les autres personnes se mettaient à discuter entre elles et ça crée une sorte d'effervescence et d'échange humain. Et c'est un élément que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que la technologie est un levier de création d'échanges humains. Et un peu à l'heure où on a tendance à s'enfermer dans des masques ou à s'enfermer, à s'isoler, on peut retrouver des expériences immersives qui nous laissent dans notre réalité. Je trouve qu'on n'a qu'une réalité, c'est la nôtre, celle-ci, et on peut créer des expériences immersives en restant dans notre réalité
et en créant des échanges humains. Et ça, pour le coup, c'est un élément qui, moi, qui nous aide à avancer aussi et que je trouve assez pertinent. Et on a calculé l'empreinte carbone, du coup, qu'on a émis pour l'installation au Salon Made in Hauts-de-France. Et ma direction, moi, c'était plutôt de me dire, on va optimiser l'énergie qu'on consomme. Et Xavier s'est bien marré quand on a eu les résultats. Mais en mettant des panneaux photovoltaïques et en ayant des batteries où on vient capter l'énergie et la retransmettre. Et en fait, on se rend compte que la consommation, c'est presque rien. C'est presque rien parce que nous, en amont, on a vraiment décidé d'avoir le matériel uniquement utile pour avoir cette immersion. Il n'y a pas de superflu. Et le vrai élément à optimiser, finalement, c'est le transport. Et le vrai focus qu'on doit mettre, c'est ça. Donc, d'où l'intérêt de connaître ces chiffres et de savoir où on se situe pour savoir aussi où est-ce qu'on doit mettre notre énergie et comment on peut s'améliorer avec la bonne énergie au bon endroit. Bon, ça c'est Perrine qui devait, à mon avis, dire certaines choses. Ça va être très égocentrique, donc je vais pas dire, mais je pense que c'est des retours positifs sur l'installation de la Blue Box. Le seul truc, je crois que je les ai lu vite fait tout à l'heure, mais au final, ça rejoint notre volonté. C'est-à-dire que j'avais lu le côté interactif et top pour les enfants, c'est ce qu'on veut faire. On veut parler à tous, au plus grand nombre. Après, il y avait nous sommes acteurs de l'expérience. C'est pareil, c'est un élément important. L'interaction, c'est pas un élément, c'est un élément subtil qui est décidé en amont pour servir la pédagogie et servir le message. C'est pas un élément qui est inutile. Et finalement, chaque élément, en tout cas de réponse que j'avais lu là, ça rejoignait notre volonté de départ. Et c'est en ça où moi, c'est des retours qui nous aident à avancer, à construire. Oui, ça c'est pour dire on va réinstaller la Blue Box du coup au Salon Made in Hauts-de-France. On est en train de créer une expo sur la valorisation du territoire et avec un parcours aussi potentiellement hybride autour de la box. Parce que la pédagogie peut y avoir un circuit tournant. La technologie a un levier de création, mais il n'y a pas que ça. L'immersion peut être aussi visuelle. Donc on est en train de créer des parcours hybrides aussi autour de ce sujet. Voilà, bon, moi, je vais reprendre la main sur l'aspect CO2. Il y a pas mal de petits éléments qui vous ont déjà été donnés au fur et à mesure, que je vais forcément répéter. La première chose à dire, c'est que effectivement, on pourrait dire la Blue Box est en bois. Bon c'est nickel, c'est fini, au revoir, c'est parfait. C'est un peu comme si on disait génial, la voiture électrique, toute la mobilité est sauvée. C'est à peu près du même niveau. Ce qui est intéressant en fait avec l'exercice d'un bilan carbone qui regarde que le CO2, il n'y a pas que le CO2 comme sujet, vous avez déjà entendu parler des limites planétaires, voilà. Aujourd'hui on parle du CO2. Avec le bilan carbone, on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on ne va pas juste s'intéresser à la structure, on va s'intéresser aussi au dispositif informatique, on va s'intéresser à la provenance, on va s'intéresser à l'usage, au déplacement. Donc on va regarder toutes ces choses-là. Comme je dis souvent, quand on fait un bilan carbone, on vient pas avec des capteurs, avec une petite valise, et on se met derrière la Blue Box pour savoir d'où sort le CO2, ça se passe pas comme ça. J'ai embêté les équipes de Martin pour avoir plein de données, les tonnes de bois, il y a pas mal de détails sur les projecteurs, il y a des lentilles spéciales, j'ai fait pas mal de recherches, mais tous les équipements et avoir pas mal de quantitatifs sur les dispositifs. Et on associe, au travers de la méthode bilan carbone ou de base de données complémentaires, des facteurs d'émission. Donc c'est pas moi qui vais dire que l'électricité de la France est meilleure que l'électricité de l'Allemagne, c'est la base de données, ce sont des issues d'études scientifiques et de la littérature. Cela, on l'a fait sur 3 périmètres. On va surtout vous parler des 2 premiers, donc la fabrication de la Blue Box et l'exploitation de la Blue Box. Donc effectivement, alors là il y a plein de chiffres, un peu barbares, j'essaie de les rendre un peu plus vivants. La Blue Box est en bois, oui c'est génial. Si vous regardez achat matières premières, là, voilà, il y a quasiment rien parce que c'est du bois, donc c'est fantastique. Mais on voit qu'il reste pas mal de choses.
Le premier élément auquel Martin n'avait pas forcément beaucoup pensé, c'est la R&D. En fait, on a repris les 2-3 ans, je sais plus, de développement de la Blue Box. Ce sont des équipes qui ont travaillé, un archi, des développeurs, vos équipes internes pour faire la conception de la Blue Box. On obtient finalement pas exactement donc 5 kg, 3000 kg de CO2 ou bien 3 tonnes de CO2. Et là, on a considéré qu'il y aurait au moins 15 Blue Box. Donc, on a amorti la R&D, sinon actuellement, on est plutôt à 15 tonnes, non pardon, 15 fois 3, beaucoup plus, à 45 tonnes de CO2 juste pour le développement. C'est logique de l'amortir, parce que ça va se faire sur plusieurs années, et le projet est voué à se développer. Ensuite, on a beaucoup de choses là ici. C'est toute la partie IT en fait de la Blue Box. Si on les additionne, on est à 2000 kg de CO2, ça commence à faire pas mal. Mais comme l'a dit tout à l'heure Martin, c'est extrêmement optimisé. On aurait pu avoir 3 ou 4 fois plus de matériel sur le projet, vraiment pour le même rendu cognitif. Donc, ça aurait pas forcément été nécessaire. Et on a enfin le fret, c'est-à-dire le déplacement des matières premières, notamment le déplacement du bois qui venait en partie de Finlande. La Finlande, c'est pas juste à côté de chez nous, et pour vous transporter du bois, ça fait pas mal de CO2 en camion, alors que tout ce qui est en Haïti, finalement, c'est pas grand-chose parce que ça vient de bateaux, ça vient forcément d'Asie. Alors je dis pas que le transport maritime est quelque chose de merveilleux, il y a plein de choses à dire, mais en attendant, en termes de CO2, c'est extrêmement efficace et on a beaucoup moins de CO2 sur le déplacement de l'Haïti que sur le déplacement du bois. Ça nous donne une Blue Box en fait qui est, si on en a au moins 15, qui seront à 5,5 tonnes de CO2. Comme je vous disais tout à l'heure, on pourrait s'arrêter là en se disant que c'était pas mal optimisé, mais on a regardé l'exploitation. Ouais. Je me permets de te couper, désolé Xavier, mais sur 2 chiffres, le achat informatique 543, plutôt que de les changer, les ordinateurs par exemple, on a fait des ordinateurs sur mesure, ce qui fait qu'on peut changer chaque composant à l'intérieur. Là, on a anticipé l'évolution en termes de besoins en ressources de l'ordinateur, donc on sait qu'on peut aller sur des longues durées, mais au besoin, on va pas changer l'ordinateur, on va changer une partie de l'ordinateur pour s'adapter aux nouvelles contraintes en termes de ressources, en termes de vidéos, etc. Donc c'est un élément qui va pas être la réparation, l'adaptation, c'est un élément important. Sur la projection, on est sur 3 projecteurs. Ça c'est un élément, l'air de rien, qui prend quand même qui a un impact. Si on se compare, même si c'est un autre positionnement, à d'autres salles immersives, qui sont plutôt basées sur des grands lieux avec des projections monumentales, il y a un lieu à Paris où il y a 80 projecteurs, où on serait plutôt sur 16 000 kilos équivalent CO2. Donc c'est vraiment que la recherche de la diminution de l'empreinte carbone, elle se situe aussi là, c'est quel est notre positionnement, et puis comment on va chercher à choisir le bon matériel, le juste matériel pour avoir la bonne immersion raisonnée, quoi. Donc, il faut retenir l'ordre de grandeur, une Blue Box, c'est 5,5 tonnes de CO2. On se pose la question ensuite de son déplacement, de son utilisation. Tout à l'heure, Martin vous a dit, là, à l'exposition de Lille, c'était 48 kg de CO2. Oui, c'est vraiment pas loin comme déplacement. Donc, impeccable. Le déplacement classique, c'est d'envoyer la Blue Box sur un camion, spécialement affrété pour, d'envoyer des équipes de montage qui restent toute la journée, qui doivent arriver la veille et repartir le lendemain. Si vous allez à Toulouse, vous n'allez pas reprendre la route à 18h une fois que vous avez terminé le montage. Donc il y a les nuits d'hôtel aussi qui sont comptabilisées. Et la consommation d'énergie. Vous voyez bien que c'est pas le sujet, la consommation d'énergie. Ce qui me fait dire, moi, sans calcul à Martin, on ne pense même pas mettre des panneaux photovoltaïques. Tu traites un sujet qui n'a pas lieu d'être traité par rapport à la question de l'usage de la Blue Box. En plus, si on veut mettre des batteries, je vous raconte pas la catastrophe en termes d'émission de CO2. Les batteries, il faut essayer de les limiter au maximum. Donc ça, c'est la solution de départ. Aujourd'hui, le travail des équipes, c'est d'essayer d'aller vers le fret ferroviaire. C'est compliqué le fret ferroviaire en France. Je l'entends auprès de tous mes clients.
C'est une direction où on espère que tout va se mettre mieux en place dans les prochaines années. Mais c'est drastique comme diminution. C'est-à-dire que si la Blue Box peut partir dans un conteneur, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de sujet sur le déplacement de la Blue Box. Et il reste le sujet du déplacement des équipes, qui est délicat parce que c'est pas juste c'est plus pratique de se balader avec une camionnette, c'est qu'il y a les équipements. Et les équipements, on pourrait se dire, moi je dis à Martin, bah oui, mais les équipements, tu les mets dans le conteneur. Bah oui, enfin, sauf que la Blue Box, c'est presque 6 mois, les équipes, elles ont besoin de récupérer leur matériel. C'est pas si simple de trouver une solution alternative de mobilité ou de trouver des équipements sur place pour faire le montage. Mais clairement, c'est quasiment le sujet prioritaire de Martin aujourd'hui pour diminuer les émissions de CO2 de la Blue Box sur l'ensemble de sa vie. Je voulais terminer sur un élément qui me paraissait important. En discutant parfois avec différents partenaires, à chaque fois qu'on discutait, j'ai déjà eu des partenaires qui se sont énervés au téléphone en disant et ils en ont pas marre de nous mettre des règles à respecter, éco-responsabilité, on va bientôt fermer, ils commencent à nous emmerder, etc. Et au final, je trouve qu'il y a souvent des retours négatifs sur cet élément-là, qui est chercher à être éco-responsable, chercher à être inclusif. Ces éléments-là, en soi, je trouve que c'est pas plus compliqué, c'est pas plus simple non plus, c'est juste une nouvelle manière de faire. Et c'est une nouvelle manière qui, pour moi, amène des opportunités. Dans mes différentes recherches et dans ce qu'on essaie de mettre en place, on s'est rendu compte finalement que ça permettait d'améliorer la compréhension, la mémorisation d'un sujet, d'essayer d'avoir un langage universel, d'augmenter le nombre de visiteurs en se déplaçant et en amenant la culture. Et en soi, ça aide à façonner le monde. C'est un grand mot, mais quand on voit le contexte et quand on voit finalement où on va, la direction, je trouve qu'on doit aussi prendre conscience et essayer de prendre nos responsabilités pour essayer d'avoir un impact positif. Et du coup, c'est ça qui aidera en soi, à notre échelle, additionné à une échelle globale, ça aura plus d'impact à façonner le monde. Et pour ça, moi, voilà, à notre humble échelle, le conseil, c'est s'appliquer une philosophie pratique parce que je pense que les grands changements se font à l'échelle structurelle et c'est en implantant, en changeant notre ADN qu'on arrive à prendre les bonnes décisions finalement à l'échelle globale. Et c'est ça qui aide à avancer, à aller dans la bonne direction. Nous, ça nous a aidé à aller dans la bonne direction et ça nous permet de nous optimiser tous les jours. Voilà, on a 12h05, on a quelques minutes de retard. Merci beaucoup pour votre attention et on est complètement... Merci. On est complètement réceptif pour répondre à vos questions. Je ne sais pas trop si je peux passer un micro ou comment ça se passe ou sinon on vous entend comme ça. Mais je passe un micro, ça marche. Alors je vois rien avec la lumière que j'ai dans les yeux. Ouais, ça marche. Ouais. Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est que nous, l'objectif, c'est de louer la Blue Box à des villes, à des lieux de culture, à des lieux, n'importe quel lieu qui peut l'accueillir, l'événementiel et le privé. Donc on déplace la culture pour que les gens aient moins de transport pour accéder à la culture. Donc après, finalement, les gens qui sont venus pour accéder, il y aura un impact carbone qui sera diminué parce que les gens auront des trajets plus petits finalement à faire. Donc ça, c'est un élément déjà par extension qui me paraît logique. Après, on n'a pas encore été jusque-là, mais c'est clair que ça peut être vraiment intéressant de se dire, mais ça me paraît assez complexe, mais rien n'est infaisable, de se dire de où vous êtes venus et ceux qui ont répondu, on essaie de calculer un nombre de kilomètres pour voir un petit peu l'impact. Ce qui serait intéressant, c'est de calculer ce même impact si l'expo avait été dans une grande ville et quel aurait été leur déplacement pour essayer d'avoir un levier de compréhension des deux niveaux d'impact. Voilà. Ouais, je vais mettre là, je suis désolé, je ne vois pas, j'aime pas ça.
Ah ouais. Non, mais c'est des bons calculs. Après, ce qu'il faut se dire, c'est quel est l'impact de ce que je fais, donc quel est l'impact de l'exposition immersive qui est assez monumentale, quel est l'impact des gens qui sont venus me voir, donc au niveau de leur déplacement, et après calculer l'impact, sonder l'efficacité pédagogique de ce qui a été transmis. Moi, la problématique, il n'y a vraiment aucune élément négatif dans ce que je veux dire, mais l'objectif, c'est de créer des émotions pour implanter de l'information. Nous, on crée de l'émotion avec cette projection vidéo. Le fait qu'on ait un plafond, ça permet d'utiliser le son à sa juste valeur. Donc, on a une composition sonore, une spatialisation, et les 19 personnes qui sont à l'intérieur, elles vivent une expérience, pour le coup, qui les transporte dans un monde qui est complètement à part. Et les retours qu'on avait au Salon Made in France, les gens sortaient en se disant, en fait, j'ai oublié que j'étais au Salon Made in France, quoi. Et pour moi, plus on a grandi, plus on perd le côté personnalisation de l'expérience. Et c'est là où on est dans une sorte d'exposition intime qui permet d'avoir 1500 personnes en 2 jours et demi et qui permet vraiment de ressentir des choses, quoi. Et c'est là où on peut implanter des petites graines et changer les comportements. Et pour le coup, c'est ça qu'il faudrait traquer, c'est est-ce que les expositions monumentales ont cet impact. Voilà. Ouais. Non. Ouais. Non, on se tire une balle dans le pied. Et c'est vrai que ça, on l'intègre pas. On l'intègre pas, mais en plus, c'est une donnée qui est assez récente, qui est fin 2022. À chaque fois, c'est un élément plutôt qui nous aide à savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction ou est-ce qu'on doit changer de direction. Mais on pourrait clairement l'intégrer en essayant de calculer, ou après, Xavier. Ça se calcule dans ce qu'on appelle les balances carbone. Le résultat de votre activité va induire des changements de comportement au-delà de votre chaîne de valeur. C'est factuel. On pourrait dire vous avez contribué à une réduction de 0,5% de consommation d'énergie sur l'ensemble des visiteurs. Hein, ça peut se mesurer. Donc on appelle ça de la balance carbone, mais on va jamais faire une soustraction. On peut montrer sur quoi on va jouer, estimer les réductions, mais on va pas faire de soustraction. Moi, j'emmène tous mes clients sur ce type de questions, parce que si tous les acteurs économiques font de la balance carbone, alors ça fait une petite boule de neige. Il faut faire attention au double comptage, parce que c'est chez le particulier ou chez l'entreprise, à l'extérieur, que se fait la réduction. Après, l'autre point, c'est là, c'est la vision Blue Box des émissions. Après, vous, moi, on fait environ 10 tonnes de CO2 par an. Chaque visiteur amortit la Blue Box et donc il y a quelques kilos de la Blue Box qui vont entre guillemets dans mes 10 tonnes annuelles parce que je suis allé la visiter. Mais là, ça veut dire que c'est d'autres mises en perspective des émissions. Et effectivement, plus il y aura de visiteurs et plus les émissions seront faibles à l'usage. Mais ça, c'est la vision usagée, c'est plus la vision entreprise. Ouais, c'est ça. Parce que moi, l'utilité d'avoir ce calcul, c'était plutôt pour moi savoir où est-ce que je me situe et comment je peux m'améliorer. C'est vraiment l'éducation très simple. C'est moins un but là qui pourrait s'appliquer à des communications. Dire un visiteur, telle année, il y a eu tant de personnes. Bah là, on pourrait même le faire sur le Salon Made in France, les temps de CO2 par visiteur, y compris avec le déplacement. Et ça fait pas grand-chose, puisqu'on est à 5,5 tonnes plus 49 kilos, divisé par 1500 personnes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Questions sur la box, sur le comment on construit, sur ce qu'on a pu faire, sur les créations de contenu, sur la bibliothèque? Non? Ouais. Ouais, en fait, là on a une première, nous à la base on est des créateurs de contenu, donc là on a une première exposition interactive et immersive et interactive. Et en fait, plutôt que de mettre uniquement nos contenus dans la Blue Box, du coup on a cette bibliothèque, on est en train de faire 3 partenariats, un avec le Canada, avec Bruxelles et avec une entreprise de Normandie qui fait des courts-métrages engagés. Et du coup, le principe c'est de dire, nous on vous livre les contraintes techniques, vous vous amusez à créer finalement des expériences immersives, et nous on peut les intégrer dans cette bibliothèque
et on les ouvre pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Après, on peut partager la rentabilité, etc. Et ça permet de faire vivre le contenu, ça permet d'amortir les investissements et de créer des contenus innovants aussi. Ça, c'est un truc qu'on est en train de créer en ce moment et qui va assez vite. Voilà, je crois beaucoup en ça. Et c'est ça qui permet aussi d'être inclusif pour moi, parce que du coup, quand on a cette salle immersive, on peut adapter le contenu en fonction du public. Si vraiment on veut être ciblé, se dire j'ai des enfants qui viennent de 8h à 9h, je vais mettre une exposition orientée sur avec ce dialogue-là ou sur un thème particulier. Et si on a des élus qui viennent le soir, ben finalement on peut mettre un contenu qui s'adapte aussi à cette cible particulière. C'est vraiment le bon message, la bonne exposition à la bonne personne au bon moment, quoi. Ouais, c'est l'idée qui me casse la tête, qui me torture l'esprit depuis. Non, ouais. Mm. Ouais. Mm. En fait, on est, pour l'instant en tout cas, on est sur une logique de location. On va faire de la location court terme ou du très long terme, une année, plusieurs années, avec de la maintenance et avec ce côté bibliothèque, on peut piocher des contenus, voire enrichir la bibliothèque. Et l'idée, justement, en se réorientant et en avançant, c'est plutôt d'avoir plusieurs blue box, d'en avoir finalement entre guillemets un maximum qui tourne, que ce soit en France ou même à l'international. On a rencontré des délégations de l'Institut européen, enfin des délégations européennes à l'Institut français, et donc il y a différents pays qui sont intéressés. Et l'intérêt, c'est de se dire quand on les fait voyager, nous on peut changer le contenu qui est à l'intérieur en prenant la main à distance, former les gens pour qu'ils changent eux-mêmes le contenu. Et je me ferme quand même à rien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui demandent aussi d'acheter, ce qui paraît parfois logique en termes d'investissement, mais il y a différents budgets, surtout dans le public. Donc on se ferme à rien. Ce qu'on est en train de faire, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de créer une notice de montage, un peu comme une notice de montage Ikea. Et en fait, là, dans les 2 mois à venir, on aura un petit livret notice. En 8 heures, 4 personnes, on peut monter la box et on peut la démonter. Elle a été démontée en 2 heures au Salon Made in France, hors matériel immersif, vraiment sur le côté maison de 80 mètres carrés, qui est une œuvre architecturale. Ça a été designé par un architecte et c'est basé sur c'est inspiré des gréements dormants des voiliers. Donc déjà, on est vraiment sur un côté vraiment œuvre architecturale et un élément monumental. L'immersion, pour moi, elle commence là, elle commence devant la box. Et pour répondre à votre question, pour l'instant, on est sur une logique de location, on est fermé à rien, on fonctionne beaucoup au projet. Nous, on croit beaucoup dans la transmission, dans la diffusion de valeurs. Donc, en fonction des projets, on est assez ouvert sur le fonctionnement, mais on met tout en place pour faciliter la transmission. Et ça rejoint ce que disait, je termine peut-être sur ça, mais ce que disait Xavier. Demain, si un pays comme le Canada veut la boxe, quel intérêt on a à prendre du bois de Norvège, de l'amener en France et de l'exporter là-bas? Voilà, l'intérêt, ce serait de se dire, on a la notice, nous on envoie un chef d'équipe, il va là-bas, on prend le bois, on crée la box, on monte la box et on réduit l'impact. La vraie réduction, elle serait là, potentiellement. En fait, c'est ouvert. C'est juste que, toujours en rapport avec la philosophie pratique qu'on applique, il faut que ce soit en lien avec certaines valeurs. Donc on est sur des contenus ouverts, mais qui ont pour but, on va dire, la transmission de la culture, la transmission des arts, de certaines valeurs sociales, etc. Donc on n'a pas de ligne précise, mais quand on parle de l'art, quand on parle là des courts-métrages engagés, le cinéma, le dessin animé, enfin il y a plein le voyage, il y a plein d'éléments qui nous aident à avancer et on est dans cette optique. Donc c'est vraiment des contenus variés, mais on va pas promouvoir certains éléments qui sont pas en lien avec certaines de nos valeurs, avec notre logique dans l'ADN. Vous avez d'autres questions?
Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Merci pour vos questions, votre attention.